Sur la côte orientale de la mer Méditerranée, le Liban est l'un des plus petits pays du monde. En superficie, son territoire est moins grand que l'Île-de-France. Et pourtant, si l'on compare avec d'autres pays du Proche-Orient, la géographie et les paysages de la République libanaise sont particulièrement diversifiés. Le rivage méditerranéen est bordé par une plaine dont la largeur ne dépasse pas 7 km. Le relief s'élève rapidement pour culminer à plus de 3000 mètres. En fonction de l'altitude et de la nature des sols, les végétaux sont très différents. Dans la même famille que celle des pins, un arbre possède une réputation qui a largement dépassé les frontières du pays, le cèdre du Liban. Mais le climat doux et humide permet à beaucoup d'autres espèces de prospérer. On remonte facilement le cours de l'histoire au Liban, car les vestiges du passé sont innombrables. Dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, un peuple domine la région, les Phéniciens. Ils précèdent toutes les grandes puissances méditerranéennes qui vont se succéder ici, des Romains aux Ottomans. En 1920, le Liban est placé sous mandat français. Mais les autorités de tutelle seront affaiblies par les anciennes rivalités des multiples communautés libanaises. De nombreux martyrs ont payé de leur vie les conflits, parfois très longs, qui ont meurtri le pays. À partir de 1975 et 15 années durant, les combats de la guerre civile ont laissé des traces toujours visibles aujourd'hui. Avec les monuments commémoratifs et la présence incontournable des militaires, le souvenir des hostilités est encore présent un peu partout. Mais autant que possible, le pays s'efforce de faire table rase du passé. Formée d'une accumulation de matériel de guerre, une sculpture géante porte un nom éloquent, Espoir de paix. La vie politique et ses différentes composantes n'ont pas disparu pour autant, bien au contraire. Dans un petit bar, resté bien communiste, on évoque avec nostalgie les grandes luttes du passé à travers le monde et dans le pays. Quand les passions semblent apaisées, les armes sont soigneusement rangées, mais si leur entretien laisse un peu à désirer, elles ne sont jamais très éloignées. Tous espèrent cependant ne plus avoir à s'en servir. Par précaution, l'Organisation des Nations Unies veille encore sur la paix au Liban. La population est jeune et citadine. Un quart des Libanais n'ont pas 15 ans et 90% vivent en ville. Le sort de la femme évolue, dans une culture marquée par les traditions méditerranéennes où l'homme s'impose encore. Un chiffre reflète pourtant le changement des mentalités dans la société libanaise. 50% des diplômés universitaires sont aujourd'hui des femmes. La croissance urbaine n'occulte pas tout à fait une architecture originale, où fusionnent les influences occidentales et orientales. Les bâtiments du patrimoine historique sont habilement restaurés. Ils contrastent toutefois avec les logements sommaires des camps de réfugiés. Sans trop se soucier de l'intégration au paysage, on construit à tout va dans un marché immobilier dopé par les Libanais de l'étranger. Les immeubles révèlent la fortune de leurs propriétaires et le goût de certains pour les voyages. Le Liban voit les cultures se croiser depuis des siècles. Au niveau vestimentaire et dans les modes de vie, il existe des différences spectaculaires. Que ce soit entre les cultures ou entre les générations. La diversité de la presse témoigne aussi de la vitalité culturelle du pays. Un pays dont la langue officielle est l'arabe, mais où l'anglais et surtout le français, pour des raisons historiques, sont aussi très utilisés. Le Liban est un État multiconfessionnel. La Constitution reconnaît une existence légale à une vingtaine de communautés religieuses. Toutes n'ont évidemment pas le même poids social ou politique.
Les plus importantes sont les chrétiennes et les musulmanes de diverses obédiences. Une richesse, mais aussi une rare complexité. Les ressources de l'agriculture libanaise ne fournissent qu'un faible pourcentage du produit intérieur brut. Le secteur ne peut pas subvenir seul aux besoins alimentaires du pays. Et pourtant, l'agriculture ne manque pas d'atouts. Les zones climatiques différentes autorisent un large éventail de cultures. La rentabilité est cependant contrariée par la taille des exploitations. 80% d'entre elles font moins d'1 hectare. Le cheptel méditerranéen traditionnel se renouvelle grâce à l'importation de races venues d'ailleurs. Le sol libanais a permis notamment le développement de l'industrie du ciment et l'extraction du marbre. Le secteur industriel, qui a beaucoup souffert des hostilités, est en pleine reconstruction, mais il est largement tributaire des importations. Le raffinage du pétrole, la seule industrie lourde du pays, se remet d'une longue paralysie. Aujourd'hui, les initiatives se multiplient, par exemple avec l'aide de l'Union européenne pour moderniser, diversifier et dynamiser les activités industrielles. Les communications bénéficient d'un réseau routier qui se modernise. Par ailleurs, les télécommunications jouent un rôle vital dans un petit pays qui peut se trouver rapidement isolé. L'aéroport de Beyrouth est le seul aéroport civil du pays. Un aéroport stimulé notamment par un tourisme au fort potentiel. Depuis l'Antiquité, c'est par le littoral que le Liban exploite ses richesses. Le pays se situe toujours au carrefour de différentes cultures. En quelques millénaires, celles-ci ont constitué un surprenant trésor de vie. Entièrement tournée vers la mer, Beyrouth a complètement changé de visage. On pourrait presque oublier que la cité, pendant l'Antiquité, fut l'un des plus grands ports de la Méditerranée. Au début de son histoire, la ville était établie sur une île calcaire, la roche de la fameuse grotte aux pigeons. Sur la côte au nord-ouest de la ville, la corniche est un lieu très fréquenté. Toutes les couches de la population s'y côtoient dans une animation quasi permanente. En direction du centre-ville, les bâtiments anciens se font de plus en plus rares. De nombreux vestiges architecturaux se trouvent sous terre. Beaucoup sont régulièrement mis à jour par les chantiers des nouvelles constructions. Autour de la place des Martyrs, dominée par une sculpture criblée de balles, de nouveaux terrains sont gagnés sur la mer. Comme par miracle, certains édifices émergent du passé. Ils rappellent la splendeur de la cité, sa prospérité légendaire et surtout l'éclectisme de son architecture. On s'active à redresser la ville, mais on s'applique aussi à sauver ce qui peut l'être. C'est le cas du Dôme, un ancien cinéma construit dans le milieu des années 1960. Le bâtiment, que l'on ne se résout pas à démolir, est devenu le Dome City Center, où les événements culturels se succèdent. On tente d'oublier les ravages de la guerre, tout en préservant la mémoire des victimes. C'est le trésor de vie que les Libanais veillent à entretenir. À Beyrouth, les cabinets d'architecture travaillent à dessiner les lignes nouvelles d'une ville atypique. Bernard Khoury est architecte. C'est une modernité assez spécifique, très particulière. Je ne me vois pas en train de calquer une modernité sur des modèles occidentaux. Beyrouth m'offre aujourd'hui des situations parfois très difficiles, très problématiques, mais en même temps extrêmement intéressantes et très complexes. Oui, la reconstruction du cœur de Beyrouth est particulièrement complexe, car c'est là qu'avant-guerre se retrouvaient et se mélangeaient toutes les cultures de la ville. Un projet ambitieux. Ce qu'on appelle le centre-ville, en fait, est un très grand projet privé qui était, au début des années 90, le projet immobilier le plus important de la planète. Beaucoup de vénérables bâtiments y connaissent une deuxième jeunesse au prix de superbes restaurations.
Une bijouterie s'est installée ici. Sabine Mazloum. C'est vrai qu'il est assez exceptionnel car c'est le bâtiment le plus ancien du centre-ville. Toutes ces pierres anciennes n'ont pas du tout été retouchées. J'ai tout simplement rajouté une base, une structure moderne pour mettre en évidence les perles et les bijoux de la meilleure façon. Mais la base ancienne est toujours là et restera là pour toujours. Conduire à Beyrouth relève de l'acrobatie. Il existe bien un code de la route, mais chacun l'interprète un peu à sa façon. Marcher, c'est plus sûr, et beaucoup plus adapté à l'exercice du lèche-vitrine. Si les centres commerciaux ultramodernes sont identiques partout dans le monde, il ne faut pas oublier la longue tradition commerçante du Liban. Pendant l'Antiquité, le pays faisait partie du croissant fertile, une région où le commerce était florissant. Faire du commerce fait partie de la nature profonde du peuple libanais, et la rue Hamra en donne un bon exemple. Au milieu du tumulte de la rue, l'université américaine de Beyrouth est une véritable oasis de calme et de fraîcheur. Le campus couvre une surface de 28 hectares en pleine ville. L'université, fondée au milieu du 19e siècle par des missionnaires syriens et américains, est une des plus prestigieuses du Proche-Orient. Les cours, donnés en anglais, sont accessibles sans distinction de nationalité ou de culture. Le Liban cherche à se réconcilier avec les valeurs du passé. Un marché bio a été créé au centre-ville. Kamal Mouzawak. Souk el-Taïb est un marché fermier de producteurs exclusivement. C'est comment perpétuer la tradition du Liban à travers la nourriture, les produits typiques du pays, les recettes traditionnelles. En réalité, c'est un salutaire retour aux sources. On essaie de se rappeler un tout petit peu vers hier ou vers nos parents ou nos grands-parents et on retrouve tout ce que la terre donnait de bon et de propre. Les modes de production et de conservation sont naturels. Le jus de grenade est pressé devant le client. Toutes les saveurs et les senteurs de la cuisine libanaise circulent dans le marché. Quelques feuilles de basilic, des tomates et une tranche de fromage, le tout enveloppé dans une crêpe, et le déjeuner est prêt. Les musulmans pratiquants respectent le jeûne pendant le ramadan, le 9e mois de leur calendrier lunaire. Le ramadan commence avec le premier croissant de la nouvelle lune. Le long de la corniche, les pêcheurs s'approvisionnent pour l'iftar, le repas du soir. En effet, le jeûne est interrompu après le coucher du soleil. Ramadan ou pas, la vie nocturne est intense à Beyrouth. On ne lésine pas sur les éclairages pour habiller la nuit et la place de l'horloge. Les terrasses rassemblent les consommateurs dans un cocktail coloré de langues et de cultures différentes. Les magasins sont ouverts. Rien ne freine l'envie de consommer. Pour l'inauguration d'une boutique, les invités se pressent jusqu'à une heure avancée de la nuit. Sur les toits de la ville, on sait quand la nuit commence, jamais quand elle finit. Oui, à Beyrouth, on aime faire la fête. Et il y a de bonnes raisons. Olivier Gagné. Il y a une culture de la vie nocturne, donc, parce que c'est aussi un pays avec une situation instable depuis très longtemps. Et les gens ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc ils ont envie de vivre la vie vraiment à fond.
parce qu'ils ne savent pas si le lendemain ils seront encore dans le pays, ils seront encore là, etc. Donc c'est un peu, c'est aussi pour ça qu'ils aiment faire la fête, parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait et qu'il faut vivre la vie jusqu'au bout, à fond. Pour faire la fête, Beyrouth a plusieurs longueurs d'avance. En termes d'architecture, en termes de moyens mis en œuvre pour faire la fête, c'est des échelles qui ne sont pas atteintes dans d'autres pays. Faire la fête au Liban, c'est un état d'esprit. Tous les Libanais aiment faire la fête et tous les Libanais font la fête et tous les Libanais trouvent des endroits pour faire la fête selon leurs moyens, on va dire. À Beyrouth, tous les rythmes se croisent et se fondent dans la nuit. Au sud de la capitale, le pays se rétrécit progressivement entre la mer et la Syrie. Point culminant de la région, les montagnes du Chouf. La partie sud de Beyrouth est un fief des musulmans chiites. Le chiisme est l'une des composantes de l'islam dont la couleur verte est ici omniprésente. Direction Saïda, la troisième ville du Liban. Les Libanais ont réussi à acclimater le bananier, une espèce tropicale qui exige une terre riche et constamment humide. À 40 km de Beyrouth, apparaissent les premiers bâtiments de Saïda, une très ancienne cité mentionnée dans la Bible sous le nom de Sidon. Le port phénicien avait déjà des contacts avec l'Égypte au XVe siècle avant Jésus-Christ. À travers l'histoire, les gestes des pêcheurs se sont perpétués, répétés sans relâche. La vocation commerciale de Sidon fut consacrée au XVe siècle après Jésus-Christ, lorsque la ville devint le port de Damas, la capitale syrienne. Dans les souks, il devait régner une bien plus grande effervescence qu'aujourd'hui. Dans la ville qui porte le nom arabe de Saïda depuis le 7e siècle, les références au passé font partie de la vie quotidienne. Ainsi, les souffleurs de verre de Sidon étaient déjà réputés pour la qualité de leur travail à l'époque romaine. Dans l'atelier du potier, le travail n'a pas changé depuis des siècles. Sur le tour, l'artisan donne forme à la terre, sans modèle, sans gabarit. Les premières traces de poterie au Liban remontent au 5e millénaire avant Jésus-Christ. En différents endroits du pays, de nombreux sites archéologiques livrent leurs informations sur des objets ou des débris en terre cuite. Au caravansérail, les animaux et les marchandises occupaient le rez-de-chaussée. À l'étage, logeaient souvent les négociants français, d'où le nom Canel-Frange. Le caravansérail est devenu centre culturel. Très convoité, Saïda a dû souvent se défendre. C'était la fonction du château de la mer, élevé au XIIIe siècle par les croisés. Des tronçons de colonnes antiques ont été utilisés pour renforcer les murs de la forteresse. Le château a beaucoup souffert après le départ des croisés. Partis de Sidon pour aménager un nouveau port plus au sud, les Phéniciens créèrent la ville de Tyr, une autre grande ville de l'Antiquité. C'est d'ici que partirent les colons phéniciens pour fonder Carthage, la grande ennemie de Rome. 8 siècles plus tard,
les Romains triomphants débarquaient à Tyr. Ils dressèrent dans la ville tellement de colonnes qu'on en retrouve aujourd'hui encore un peu partout. Tyr était la capitale d'une province romaine. Une série de bâtiments était directement reliée à la mer par une élégante allée bordée de colonnes aux chapiteaux corinthiens. Dans un établissement thermal, des briques surélevaient le sol et la vapeur circulait en dessous. Le site archéologique de Almina est soigneusement préservé. Entre la ville et la mer s'étend une vaste nécropole. Plusieurs dizaines de sarcophages remontent aux époques romaines et byzantines. Ce sont les Byzantins qui ont tracé l'allée de marbre dans la perspective d'un arc romain. À proximité, s'étendent les ruines d'un hippodrome romain où se déroulaient les courses de chars. C'est l'un des plus grands et des mieux conservés à travers l'ancien empire de Rome. À une dizaine de kilomètres de Tyr, le village de Cana. Sculpté sur la roche par les premiers chrétiens, apparaissent le Christ et ses apôtres. Pour certains, Cana serait le village où Jésus a réalisé son premier miracle. Invité à un mariage, il changea de l'eau en vin. Il y a débat sur le site lui-même, car d'autres situent Cana plus au sud. C'est dans une grotte voisine que le Christ se serait caché avec ses disciples pour échapper aux persécutions. Le Liban possède une épine dorsale formée par la chaîne du mont Liban. Au sud, la chaîne se termine par les montagnes du Chouf, auxquelles la localité de Deir el-Kamar donne accès. Derrière le Midan, la place publique, se dresse depuis le XVIIe siècle le palais de l'émir Fakhreddin. Évoquant la mode de l'époque, les costumes de certaines jeunes femmes rappellent que la soie fit la fortune de la région. Un cantique en arabe émane de l'église maronite Notre-Dame de la Colline. Les maronites forment la plus grande communauté chrétienne du pays. Magnifiquement intégré à son environnement, le palais de Beth el-Din a été dessiné par des architectes italiens. Le palais appartient aujourd'hui à la présidence de la République, mais il est accessible au public. Le somptueux édifice a été construit à la fin du XVIIIe siècle pour l'émir Bachir, gouverneur du Liban à l'époque des Ottomans. L'intérieur fait la démonstration éclatante du savoir-faire des artisans libanais. Tous les matériaux sont travaillés avec une maîtrise absolue et un souci inouï du détail. Le verre, la céramique, le bois et le marbre. Il faut monter et traverser les nuages pour atteindre, à près de 2000 mètres d'altitude, la réserve des cèdres du Barouk. Le cèdre du Liban est entré dans la construction du premier temple de Jérusalem. Dans un village du Chouf, la tension monte. On célèbre en effet un mariage chez les Druzes, une des communautés religieuses du Liban. Le Chouf est leur territoire ancestral.
C'est le jour des mariages. Mais cette fois pour la communauté chrétienne, dans le village de Joun. Première étape de la journée, les invités se rassemblent dans la maison du futur marié. Ensuite, un groupe se déplace dans la maison de la fiancée. Là, l'ambiance monte d'un cran. Le mariage est l'occasion d'arborer ses plus beaux atours. La danse du sabre fait toujours partie des réjouissances. Sous les you-you, les cris de joie poussés par les femmes, la future mariée quitte la maison familiale, direction l'église. La cérémonie a lieu dans l'église d'un monastère où la jeune femme retrouve son fiancé. Il faut d'abord dérouler la traîne de la mariée. Puis, la cérémonie peut commencer. Les communautés chrétiennes du Liban sont les plus anciennes du monde, mais cela n'empêche pas le progrès. Au nord du pays, la chaîne du mont Liban surplombe sur son versant est la vallée fertile de la Bekaa et du côté ouest, la plaine côtière qui s'étend de Beyrouth à Tripoli. Au nord de Beyrouth, sur la côte près de Jounieh, des stèles sont fixées dans la roche. L'érosion a presque effacé les inscriptions les plus anciennes. Elle rappelle le souvenir des armées qui ont difficilement franchi la montagne à cet endroit. Les stèles marqueraient aussi la frontière symbolique entre l'Orient et l'Occident. Pour avoir une vue d'ensemble sur la ville de Jounieh et sa vaste baie, le mieux, c'est de prendre de l'altitude. Un téléphérique permet d'atteindre les hauteurs de Harissa, où la vue est impressionnante sur une ville en permanente expansion. Le trajet se termine en funiculaire. Ici, à près de 600 mètres d'altitude, les Libanais de toutes les confessions s'associent pour rendre hommage à la Vierge du Liban. La Vierge ici est vénérée par les musulmans comme par les chrétiens. À une quarantaine de kilomètres au nord de Beyrouth, la ville de Byblos, Jbeil en arabe, c'est une des plus anciennes cités du monde. Les premières traces de présence humaine remontent au 5e millénaire avant Jésus-Christ. Le port phénicien fut un des plus actifs de Méditerranée. Aujourd'hui, quelques sirènes s'y réfugient encore. Dans la partie médiévale de la ville, 2 édifices ont été bâtis au XIIe siècle. L'église Saint-Jean-Baptiste et le château des Croisés. Les Francs ont construit la forteresse en pillant les ruines romaines voisines.
Pendant toute l'Antiquité, la ville a connu un formidable rayonnement. Certains chercheurs poussent leurs investigations beaucoup plus loin dans le temps. À 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, des morceaux de calcaire sont extraits d'une carrière désaffectée. Lorsque les blocs sont ouverts, ils révèlent parfois les silhouettes de poissons fossilisés appartenant le plus souvent à des espèces disparues. Pierre Abissaad est paléontologue. En fait, c'est le seul endroit dans tout le Moyen-Orient où on trouve des poissons fossiles. Il est très connu grâce à la conservation des poissons fossiles. Ils sont les meilleurs dans le monde. Puis la variété des espèces, où on peut trouver plus que 20% des espèces répertoriées dans le monde. Et puis leur âge, 100 millions d'années, c'est le milieu de l'époque des dinosaures. Ces fossiles de poissons prouvent que le fond de la Méditerranée a été soulevé par la montagne en formation. La mer Méditerranée borde ici des plages de sable fin qui sont privées pour la plupart. Certains propriétaires veillent à la détente et à la qualité du cadre de vie. Madame Eddé. La plage que nous avons transformée dans un jardin paradis, avec des piscines, avec des restaurants, avec des salles de banquet, avec des chambres d'hôtel qui ressemblent à des vieilles maisons libanaises en pierre. Tous les bâtiments, toutes les maisons, tout est fait en pierre de sable, comme la vieille ville de Byblos. Ici, on respecte le patrimoine et un certain art de vivre. La réputation de Byblos a largement dépassé les frontières du Liban. On vient de loin pour partager une culture à la croisée de l'Orient et de l'Occident. Vers le nord, la plaine littorale se rétrécit, coincée entre la mer et la chaîne du mont Liban, et puis soudain, elle s'élargit avant l'arrivée à Tripoli, la seconde ville du pays. Le nom Tripoli vient du grec et signifie « trois villes ». En effet, la cité fut le centre d'une confédération phénicienne qui regroupait trois populations d'origines différentes. La citadelle qui domine la ville fut élevée à l'initiative du comte de Toulouse au début du XIIe siècle, quelques années après sa participation à la première croisade. Tripoli est fort différente de Beyrouth. La capitale offre le visage d'une ville cosmopolite. Par sa circulation, sa tour de l'horloge par exemple, les deux villes ont quelques points communs, mais Tripoli est plus arabe, avec une architecture caractéristique. Une influence qui est encore accentuée lorsqu'on parcourt le souk des bijoutiers, le plus important des souks encore en activité au Liban. Les bijoutiers qui vendent l'or au poids ont pignon sur rue. Mais ils n'ont pas le monopole du négoce. D'autres artisans sont installés ici depuis longtemps, comme les savonniers. Dès la fin du XVe siècle, on vendait du savon à Tripoli dans un souk spécialisé. Les savons, parfumés aux herbes, aux fruits et aux épices, ont tous l'huile d'olive comme matière première. Les savons sont entreposés dans un endroit très sec pour évacuer l'eau qui a servi à la fabrication. Certains hauts lieux du commerce se distinguent aussi par leur architecture. Nahas Bassan. Cet endroit où on est, c'est le caravansérail des couturiers. C'est un des plus beaux caravansérails à Tripoli, de forme atypique. Ce caravansérail a la forme d'une longue rue, fermée des deux côtés par deux portes. Le souk des couturiers existe depuis le XIVe siècle. Ces artisans sont réputés dans tout le Proche-Orient pour la qualité de leur travail. Les Libanais sont de grands amateurs de narguilé. On en trouve partout et la technique est immuable.
Avec cette méthode, on le met un peu sous le robinet et puis après, on place du charbon dessus. Le tabac humide est modelé. Ensuite, on pose sur le tabac des charbons incandescents. La fumée qui se dégage de la combustion du tabac passe dans un récipient en verre rempli d'eau. Enfin, l'eau est inhalée via un long tuyau flexible. Sur les contreforts du mont Liban, la route est balisée de sculptures à l'approche du village de Rachana. On doit ces œuvres d'art à Michel, Alfred et Youssef Basbous et à leurs émules. Les trois frères se sont lancés dans la sculpture dans les années 1960, en s'inspirant du travail des Phéniciens et du patrimoine archéologique libanais. Nabil Basbous est aussi sculpteur et perpétue la tradition. Les sculpteurs Basbous étaient les premiers à faire la sculpture moderne au Liban. Alors, ils ont invité des artistes qui ont travaillé aussi des sculptures modernes, mais chacun des artistes avait son style particulier à lui. Grâce à l'initiative des frères Basbous, le village de Rachana est devenu un atelier en plein air et un véritable musée de la sculpture. La montagne, elle aussi, est une sculpture, même si les proportions sont tout autres. L'eau se jette dans le gouffre de Bala après avoir taillé plusieurs ponts naturels. Fakra est un site idéal pour l'escalade, dans un environnement façonné par l'érosion et par l'histoire. Un improbable temple romain est perché à 1750 mètres d'altitude. La roche est sculptée sur les sommets, mais elle l'est aussi dans les profondeurs du sol. Dans les grottes de Geita, l'eau chargée de calcaire a formé des concrétions impressionnantes. La croissance des stalagmites et des stalactites est très lente. On estime qu'elles grandissent de 2 à 4 cm par siècle. L'aspect de la concrétion varie selon le mouvement de l'eau. Lorsque l'eau suit la paroi, elle forme une draperie de calcaire. En revanche, lorsqu'elle tombe, goutte à goutte, elle dresse des colonnes verticales. Une rivière a creusé dans la montagne une profonde entaille, la vallée de la Kadisha. Dès les premiers siècles du christianisme, la vallée fut habitée par des chrétiens qui appréciaient son isolement. Plus tard, les chrétiens s'y réfugièrent pour fuir les persécutions. De nombreux monastères furent construits, comme celui de Saint-Antoine. La concentration d'édifices religieux dans la vallée est à l'origine de son nom. Le père Saba Saba. Le monastère au Liban, il y a beaucoup. Spécialement dans ce vallée, le vallée Qashaya avec le vallée Kanoubine, s'appelle le vallée de Kadisha, vallée de Kanoubine, le vallée des saints. Donc notre ordre libanais et tous les monastères sont à tous les villages à peu près du Liban. Nous sommes les moines libanais et moines libanais maronites. Les maronites se réclament d'un ermite appelé Maroun qui vivait en Syrie actuelle au 5e siècle. La vallée de la Kadisha a inspiré l'un des plus grands artistes du Liban. Il fut à la fois poète, écrivain, sculpteur et peintre, Khalil Gibran. Un musée lui est consacré dans un ancien monastère où il est enterré. Une belle reconnaissance pour celui dont la famille était trop pauvre pour l'envoyer à l'école et qui dut émigrer. Le conservateur du musée, Wahib Kérouz. Créer un nouveau monde, être visionnaire, savoir quelles sont les dimensions essentielles de l'être, parler de ces dimensions, dimensions constituantes,
dimension existentielle, dimension physique, dimension supra- ou métaphysique à la fois, que ce soit dans ses écrits comme dans ses peintures. Gibran a eu dans tout ceci une grande influence, à tel point qu'il y a quelques chercheurs actuellement qui le qualifient du prophète de Al-Hadatha ou la modernité. Au-dessus de la vallée des Saints, à 2000 mètres d'altitude, les nuages adoptent parfois la silhouette des cèdres de Dieu. Cet arbre doit sa notoriété millénaire à son bois imputrescible. Les Égyptiens utilisaient son huile pour la conservation des momies. Les troncs peuvent être exploités par certains artistes. En voyage au Liban, le poète Lamartine déclara « Les cèdres savent l'histoire de la terre, mieux que l'histoire elle-même. » La chaîne du mont Liban limite le passage des nuages. La chaîne de montagne mesure une trentaine de kilomètres en largeur. Son altitude permet, en hiver, la pratique du ski alpin. On fait du ski au Liban depuis les années 1930. Une pratique implantée ici par les Français. À la belle saison, les Bédouins conduisent leurs troupeaux de moutons dans la montagne. Il faut rassembler les animaux pour la traite. L'opération se déroule selon une méthode très simple. Les brebis sont alignées tête bêche. Ainsi, les brebis s'immobilisent mutuellement et il n'y a plus qu'à attendre le berger. Derrière le versant oriental du mont Liban s'étend la riche plaine de la Béka, qui fut un grenier à blé dès l'Antiquité. Entre le nord et le sud, la plaine a toujours été un axe de communication stratégique. Les montagnes de l'Anti-Liban se profilent à l'est. Elles donnent un cadre grandiose à la ville de Baalbek. Décorée de céramique, la grande mosquée révèle l'influence persane. Même la plus grande pierre taillée au monde semble bien dérisoire à côté de l'extraordinaire site archéologique de Baalbek. Au départ d'une cité phénicienne, les Romains, à l'apogée de leur puissance, ont édifié ici l'une des villes majeures du Proche-Orient. Le temple de Jupiter ne compte plus que 6 colonnes, mais ce sont les plus hautes du monde antique. Quant au temple de Bacchus, le dieu du vin, il est remarquablement conservé. Il est souvent considéré comme le temple le plus richement décoré de tout l'Empire romain. Bacchus, le dieu du vin, avait certainement de bonnes raisons d'être honoré dans la plaine de la Béka. Le vignoble qu'on y cultive est en effet l'un des plus anciens au monde. La présence des Français a contribué à la diversification des cépages. Autour de Zalé, la localité principale de la Béka, plusieurs exploitations viticoles jouissent d'une grande notoriété. Leur histoire est plutôt étonnante. Elzi Aloumassoun. Le château de Ksara a commencé avec les jésuites. Ils sont venus ici en 1857 pour fonder un monastère. Ils ont commencé de produire du vin pour leur propre consommation. C'est du vin doux et du vin rouge.
Mais le vin n'est pas la seule boisson alcoolisée produite au Liban. L'alcool principal ici au Liban était l'arak, mais avec la nouvelle génération, tout est changé. Les gens ont commencé de connaître le vin et de boire le vin. Le vin est un secteur porteur au Liban. Les producteurs y sont 5 fois plus nombreux qu'il y a une trentaine d'années. À 1000 mètres d'altitude, la Bekaa possède un climat méditerranéen. Les agriculteurs alternent des cultures très variées. La production de tabac n'est plus aussi importante que par le passé. Elle permet juste aux paysans de compléter leur budget. La rentabilité des exploitations agricoles est bien meilleure dans la plaine de la Bekaa que dans le reste du pays, car les terres ont été enrichies par les alluvions accumulées dans la vallée. Les fruits et légumes assurent plus de 80% de la production agricole libanaise. Au couvent de Tanayel, un autre établissement fondé par les jésuites, la qualité est soigneusement contrôlée. La ferme modèle produit le lait qui sert notamment à préparer le labné, un lait caillé réputé. Les Libanais se soucient de plus en plus de la qualité de la vie. Un écolodge a été créé. On y utilise les ressources naturelles et les matériaux traditionnels de la plaine de la Bekaa. Et le concept a du succès. Même les jeunes acceptent un mode de vie plus authentique, même s'il faut sacrifier un peu de confort et se passer d'appareils électroménagers. Pierre Issa, responsable de l'écolodge, trouve que l'habitat rural ne manque pas d'atouts. Ils sont nombreux, mais on peut citer surtout les avantages thermiques. Donc c'est bien plus chaud en hiver et on coupe la facture de mazout par 2, ce qui n'est pas négligeable, surtout en situation de crise économique. Et puis c'est plus frais en été. Il y a l'isolation sonore. Une même salle a une qualité de silence et de sérénité nettement supérieure à la même en béton, parce que les ondes sonores ne se répercutent pas sur les murs, mais sont absorbées par les murs. C'est esthétiquement beaucoup plus beau parce que ça se marie avec le paysage, les matériaux venant tous de l'environnement immédiat. C'est de la terre, de la paille. Nous sommes dans une zone agricole où on plante du blé, de l'orge, et donc on utilise la paille de blé et la paille d'orge. C'est de la terre rouge de la région et c'est du bois de peuplier qui pousse naturellement dans cette région. Beyrouth, une autre planète. Dans la capitale, la journée se termine et ce jour-là, spécialement, on se prépare à faire la fête. On se retrouve en famille pour s'amuser au Luna Park, à l'extrémité de la Corniche, le plus ancien parc de loisirs du Liban. Toute culture confondue, la fête prend le dessus. Ce soir, on célébrera l'Aïd al-Fitr, la fin du Ramadan, à l'apparition du premier croissant de lune. C'est la fin du jeûne et des privations pour les musulmans. La vie va reprendre son cours normal. Une nuit de réjouissance commence. Beyrouth vit intensément toutes ses nuits autour de la table et du fameux mezzé, un assortiment de nombreux plats, véritable institution au Liban. Au Liban, on vit intensément l'instant présent à travers la fête. C'est comme une fuite en avant. L'espace d'une soirée, on oublie ses repères, ses origines, sa culture. Dans un tourbillon hors du temps, on perd aussi la notion de l'espace et des frontières.
Le Liban est immensément riche de son passé, mais il est aussi riche de projets. Il repose sur un fabuleux trésor, un trésor de vie.